Merci, oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, la question centrale, donc, c'est l'agroécologie peut-elle nous sauver? Et ma réponse est catégorique, oui. De cette situation qui vient de vous être décrite, là, oui, il y a des solutions. Alors évidemment, on verra, il y a des solutions, vous verrez qu'il y a toutes les raisons d'être optimiste du point de vue technique, c'est-à-dire des techniques qui permettraient, alors les enjeux, hein, je les rappelle rapidement, mais ils ont été un peu signalés, nourrir correctement, durablement l'humanité tout entière. Donc pas de faim, pas de malnutrition, hein, vous avez entendu les chiffres tout à l'heure, on va mettre fin à ça si vous en êtes d'accord. Une alimentation équilibrée, des calories, des protéines, des vitamines, des minéraux, des fibres, des antioxydants, une alimentation équilibrée pour tout le monde, si vous en êtes d'accord. Évidemment sans excès, hein. Sans excès de sucre, c'est l'obésité, le surpoids, sans excès de sel, c'est l'hypertension, sans excès d'acides gras saturés, c'est des maladies cardiovasculaires, et on m'a même dit, moi, sans excès d'alcool, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec modération, j'ai cru comprendre, donc sans excès. Et puis des ingrédients, s'il vous plaît, pas d'antibiotiques dans la viande, il y a sûrement des médecins parmi vous, ou en tout cas des gens de la santé, parce qu'on développe des antibiorésistances. Le médecin prescrit au patient un antibiotique, il y a urgence, aucun effet. Ah bon, pourquoi? Parce que le patient héberge des bactéries pathogènes résistantes à l'antibiotique qui vient de lui être prescrit et qui prolifèrent, parce que quand on met l'antibiotique, toutes les autres bactéries concurrentes qui pourraient les neutraliser sont mortes, et du coup, l'antibiorésistance est quelque chose de statistiquement avéré en France, donc c'est une vraie préoccupation. Autant les bactéries, enfin les listeria pathogènes, les Escherichia coli, les salmonelloses, quand il y a eu des progrès dans les chaînes du froid en France pour qu'il y en ait moins fréquemment, mais n'empêche, ce développement d'antibiorésistance peut être dramatique, et donc il nous faudra mettre fin à ça. Et puis alors pour les plus jeunes, savoir qu'on leur prédit une espérance de vie en bonne santé, sans Alzheimer, la perte de mémoire, sans Parkinson, des tremblements, sans cancer du sein, sans cancer de la prostate, peut-être d'une dizaine d'années de moins, cette espérance de vie en bonne santé, que moi, qui ai des cheveux blancs, qui quand j'étais fœtus, n'étais pas exposé aux résidus pesticides, on leur prédit à ces jeunes une espérance de vie en bonne santé d'une dizaine d'années inférieure. Ce n'est pas encore statistiquement avéré, c'est une prédiction scientifique, un peu comme il y a 35 ans, on nous prédisait le réchauffement climatique. À l'époque, c'était démontré, mais pas statistiquement avéré. Ben, il en est ainsi pour, effectivement, le métabolite du glyphosate, vous savez, ce fameux désherbant dont tout le monde parle aujourd'hui, le Roundup de Monsanto. La relation de cause à effet, c'est la démonstration que le métabolite en question est un cancérigène, c'est démontré. Mais ce n'est pas statistiquement avéré. Du coup, il y a des gens qui disent « Ah bah si c'est... » Et du coup, on dit « probable ». Non, mais soyons clairs, c'est démontré. C'est pas statistiquement, y compris Martinique, Guadeloupe, vous étiez au courant, il y a 35 ans, on disait le chlordécone, cancérigène démontré, ben aujourd'hui c'est statistiquement avéré. Donc je suggère qu'on en termine avec ça. Moi je veux plus de ces ingrédients, pas d'antibiotiques dans la viande, pas de perturbateurs endocriniens, ni dans l'eau du robinet, ni dans nos fruits et légumes, si vous en êtes d'accord. Donc alimentation de qualité. Alors c'est vrai que l'agriculture ne sera pas que pour l'alimentation, mais il faut des fibres pour le textile, il faut du bois pour la construction, il faut des molécules médicinales pour la pharmacopée. L'agriculture est sollicitée pour produire aussi autre chose que strictement de l'alimentation. Il y a quelque chose d'un peu nouveau au cours de ces dernières années, c'est que l'agriculture, y compris des produits qui peuvent être des produits alimentaires, peuvent servir aussi à fournir des agrocarburants, de l'éthanol, de l'agrodiesel, et là il y a peut-être quand même des choix à faire, ça on en rediscutera. Assurer un revenu décent aux agriculteurs, c'est décisif. Je vais essayer de vous démontrer que, techniquement parlant, les formes d'agriculture qui relèvent d'une agroécologie scientifique, je vais répondre à la question qu'est-ce que c'est que l'agroécologie, mais ces formes d'agriculture qui relèvent de cette agroécologie scientifique, la discipline des agroécologues, permettraient de nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière. Mais vous allez voir que c'est quand même une révolution technique radicale, des formes d'agriculture radicalement différentes de ces formes d'agriculture industrielle auxquelles on s'est déjà accoutumé. Et il va de soi qu'il faut l'adhésion de l'immense majorité des agriculteurs, et on n'y parviendra pas si on n'assure pas simultanément un revenu décent pour les agriculteurs qui vont pratiquer ces formes d'agriculture alternative dont nous avons impérativement besoin. Donc oui, l'idée, ça va être surtout le débat à la fin, comment assurer un revenu décent aux agriculteurs qui seraient prêts à passer à ces nouvelles techniques agricoles. Donc le revenu est quelque chose qui nous apparaît très important à
Ça n'oublierait plus. Là, je suis embarrassé. J'aime bien quand ces outils fonctionnent bien. Excusez-moi, du coup, on va devoir faire comme ça. Alors, je ne suis pas forcément très bon. Oui. Oui, sinon, on va utiliser le mien, comme ça, au cas où. C'est peut-être la pile qui n'est pas... Assurer un revenu décent aux agriculteurs. Alors, je vous dis tout de suite, enrayer l'exode rural, y compris en France, hein, l'exode rural prématuré de gens qui trouvent. Alors, si la fille, le fils du fermier trouve un emploi à l'extérieur, mieux rémunéré, moins pénible et ce genre de choses, tant mieux. Mais il prend l'emploi de quelqu'un qui est peut-être quelqu'un d'écarté qui n'aura pas d'emploi. Dans un pays où il y a 7-8% de chômage comme en France, chaque fois qu'une ferme disparaît, c'est du chômage en plus. Parce que la ferme qui disparaît, ça sert peut-être à l'agrandissement du voisin, mais le voisin qui agrandit, qui amortit plus vite son matériel, sa moissonneuse-batteuse, son robot de traite pour lequel il s'est lourdement investi, il le rentabilise plus vite et ça ne crée pas d'emploi. Donc, oui, il nous faut arrêter. Alors, y compris dans les pays du Sud, vous êtes au Mexique, vous êtes au Brésil, vous êtes au Nigeria. Alors, je ne raconte pas, les gens qui quittent l'agriculture, parce que concurrencés par nos excédents de céréales, tombent en faillite, rejoignent des bidonvilles. Alors, ceux-là ont faim, souffrent de malnutrition, ce genre de choses. Et alors, les moins pauvres des pauvres, ceux qui arrivent à payer un passeur, traverseront le désert libyen, la Méditerranée et ce genre de choses. Mais je crois qu'il nous faut mettre fin à ça. Donc, enrayer l'exode rural. Et puis, il y a des considérations, vous imaginez bien, environnementales, une agriculture sans dommage pour notre cadre de vie. Donc, si vous êtes d'accord, pas d'atrazine dans l'eau du robinet, pas d'effondrement de la biodiversité, pas d'algues vertes sur le littoral breton, pas de dégâts environnementaux, quoi, pour être très clair. Et puis, durable, une agriculture durable, sans péril pour les générations futures. Vous allez voir que dans certains pays déficitaires en aliments aujourd'hui, je vais plaider pour effectivement qu'on produise plus à l'hectare de ces vivres, pour que les pays soient moins dépendants de l'aide alimentaire et ce genre de choses, et de trucs conjoncturels. Ben voilà, ça marche, vous voyez que tout paraît être correctement réparé. Voilà. Mais durable, c'est sans préjudice pour les générations futures. Donc l'érosion des sols, terminée, il faut reproduire la fertilité des sols, il ne faut pas d'effondrement des pollinisateurs, et ce genre de choses. Je dirais que les grands enjeux, ce sont ceux-là, mais dans un contexte qui n'est pas drôle du tout, parce que c'est le réchauffement climatique global. Donc, à la fois, là, je vous dis tout de suite, le réchauffement climatique global pour les agriculteurs, c'est qu'il va falloir s'adapter. Et s'adapter, on pense tout de suite, bah, c'est pas grave, la vigne va remonter du sud vers le nord, les cerisiers vont aller un peu plus haut dans la montagne, parce que ça s'est réchauffé. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des études, alors on a pris beaucoup de retard, avec les climato-sceptiques, le fait que la COP21 est intervenue beaucoup trop tard, et y compris on a du mal à l'appliquer, mais il est clair qu'on a pris beaucoup de retard, mais maintenant on commence à comprendre, avec le réchauffement climatique, vous avez des oiseaux, là c'est du côté de Montpellier, les oiseaux ont migré 250 km plus au nord. Les papillons, 100 km seulement plus au nord. Et vous voyez les dégâts? Là où il y a des oiseaux, il n'y a plus de chenilles, extinction d'espèces, et là où les chenilles ne sont pas bouffées par les oiseaux, ravage aux cultures. Donc si vous imaginez que les paysanneries du monde entier sont préparées à une adaptation, alors qu'il y a des déséquilibres écologiques, du fait que de ce réchauffement, il y a des déplacements du nord vers le sud par rapport en France, ou du bas vers le haut dans des zones de montagne en question, mais très irrégulières, on a beau penser corridor écologique pour que tous ces êtres puissent, si possible, se déplacer ensemble, avec leurs interactions ensemble, ben je vais vous dire, c'est pas gagné d'avance, il va falloir être très sérieux et prendre ça très au sérieux. Et puis ce réchauffement climatique, c'est aussi un dérèglement climatique, c'est une intensité, une fréquence accrue des accidents climatiques extrêmes. C'est-à-dire que les agriculteurs vont devoir s'adapter à un climat de plus en plus aléatoire, de plus en plus chaotique. Et pour avoir des revenus résilients, il va falloir, c'est déjà une des premières conclusions, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est-à-dire, le plaidoyer, les formes d'agriculture qui vont relever de l'agroécologie dont je vais vous parler là tout de suite, ce seront des formes d'agriculture extrêmement diversifiées. Et vous voyez bien, c'est tout le contraire de cette spécialisation croissante de notre agriculture de ces dernières décennies. À la Bretagne, l'élevage, au Languedoc, la vigne, au bassin parisien, les céréales, la betterave et les oléagineux. C'est tout le contraire.
Or justement, du point de vue de l'intérêt des agriculteurs, ne pas mettre tous ses œufs dans les mêmes paniers, ne pas dépendre que d'une seule production qui, si jamais arrive un accident climatique, ben c'est la faillite totale, s'assurer au moins un revenu. C'est-à-dire que s'il arrive un accident climatique extrême, une production est affectée, mais j'en ai d'autres, je peux survivre. Ça, c'est la condition indispensable. Donc, il va y avoir un plaidoyer pour une agriculture plus diversifiée. Et c'est vrai qu'on demandera peut-être aux agriculteurs, après tout, comme tout le monde, est-ce qu'ils ne pourraient pas contribuer à atténuer ce réchauffement climatique global, moins émettre de gaz à effet de serre. On parlera du gaz carbonique, du méthane, du protoxyde d'azote. Sachez qu'en France, le gaz carbonique, pour ce qui est de la contribution de l'agriculture, il ne vient qu'en 3e position. C'est pour l'essentiel la combustion des carburants de la motopompe, de la moissonneuse-batteuse et autres. C'est aussi le labour des sols. Je parlerai beaucoup du carbone, de l'humus des sols, qui s'il est aéré, s'il est oxydé, retourne à l'état de gaz carbonique. Mais parfois, c'est plus subtil. C'est que quand nous mangeons des poulets de moins de 40 jours, élevés avec du maïs et du soja brésilien, et bien là, nous avons contribué à déforester au Brésil. Et alors là, je ne vous raconte pas, la bâtie brûlée de la forêt pour pouvoir mettre des cultures de soja pour nourrir nos cochons, parce que nous mangeons des poulets bas de gamme. Alors là, la contribution à l'effet de serre et le gaz carbonique est considérable. Ça ne se passe pas en France, mais n'empêche que ça a à voir beaucoup avec nos modèles de consommation. Donc il nous faudra peut-être regarder nos modes de consommation pour essayer de résoudre toutes ces questions-là. Mais en tout cas, très clairement, et par contre, en France, c'est plutôt le méthane et le protoxyde d'azote dont tout le monde parle très peu. Et c'est qu'on dépend des engrais azotés de synthèse, c'est un gaz qui est 298 fois plus réchauffant que le gaz carbonique. Il vient comme le méthane en première position. On en reparlera. Le méthane, c'est le rumen des ruminants pour l'essentiel, un peu le fumier aussi. Voilà. Le contexte, c'est la mondialisation des échanges. Bon, évidemment, vous avez entendu, ça a été présenté tout à l'heure, le Mercosur, c'est quand même un nouvel accord commercial qui se devrait être de libre-échange. Mais je mets les guillemets à libre, si vous en êtes d'accord, parce que vous verrez que ce n'est pas des échanges d'une totale liberté pour ceux qui sont les moins compétitifs. Mais c'est quand même le contexte actuel. L'extension des villes sur les meilleures terres agricoles. Alors évidemment, en France, on entend parler de certaines autoroutes, de Notre-Dame-des-Landes, et ce genre de choses. Le triangle des Gonesse, vous êtes au courant, il fallait faire un Europa-City sur les plus bonnes terres agricoles du bassin parisien. Si on pouvait s'éviter de bitumer, de bétoniser les meilleures terres agricoles, ce serait quand même pas mal. Mais là, par contre, dans les villes, si vous allez à Shanghai, si vous allez à Pékin, si vous allez à Hanoï, alors là, dans ces zones de rizières, les plus belles terres agricoles, vu la rapidité de l'urbanisation dans ces pays, évidemment, il y a d'excellentes terres agricoles qui sont aujourd'hui de plus en plus bitumisées, bétonisées et autres. Je passe un peu vite. La raréfaction des ressources, alors vous êtes au courant, c'est l'énergie fossile. L'énergie fossile, il faut être économe en énergie fossile. Et assez curieusement, avec la guerre en Ukraine, brutalement, on a découvert, tout le monde était averti. Alors du coup, le gaz naturel russe, c'est ça qui nous permet d'avoir accès à des engrais azotés de synthèse, l'urée, l'ammonitrate, le sulfate d'ammonium. Ah oui, c'est fabriqué avec du gaz naturel russe. Et je vous dis russe pour vous faire peur. Mais cette dépendance à l'égard des énergies fossiles, oui, notre agriculture, or la principale dépendance de notre agriculture française aux énergies fossiles, c'est pas tant le carburant, la moissonneuse-batteuse, la motopompe et du tracteur, que justement la fabrication des engrais azotés de synthèse. Et en plus, très émetteur de protoxyde d'azote. Donc on va devoir corriger tout ça. Je veux dire, il faudra le dire et avoir le courage de le dire. On parle beaucoup moins souvent du phosphate, et c'est vrai que les experts nous racontent que d'ici 3-4 décennies, les mines de phosphate exploitées actuellement, par exemple les mines de phosphate du Maroc, pour ce qui est des engrais phosphatés français, eh bien, d'ici 3-4 décennies, le coût d'exploration de nouvelles mines de phosphate et le coût d'exploitation de ces nouvelles mines de phosphate va devenir hyper coûteux. C'est-à-dire, ce sera beaucoup plus difficile à exploiter que les mines de phosphate actuelles du Maroc. Donc déjà, les agriculteurs parmi vous peuvent en témoigner, mais déjà les prix des engrais phosphatés, leur coût s'accroît bien plus vite que l'inflation moyenne. Et ça va devenir, parce que les pays qui ont des mines de phosphate font payer déjà très cher cette perspective de pénurie. Donc là aussi, il faudrait trouver très vite, s'il vous plaît, des solutions. Et puis la pauvreté paysanne, l'exode rural, le chômage croissant. Si vous êtes d'accord, on va essayer de mettre fin à tout ça. Voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Alors j'ai quand même coutume de vous poser la question, avez-vous encore le moral? Alors, et bien du coup, c'est très bien, parce qu'il m'arrive parfois dans mon deuxième paragraphe de faire les erreurs du passé. C'est-à-dire l'agriculture industrielle d'aujourd'hui. Et moi ce que je vous suggère, c'est que tout de suite on essaye de positiver. Y aurait-il des solutions pour répondre à tous ces enjeux dans le contexte qu'on vient de dire là?
Et du coup, ça m'oblige, mais la question m'a été posée, est-ce que je pourrais définir ce qu'on va appeler l'agroécologie? Alors moi, je vais vous présenter l'agroécologie, non pas comme une technique agricole, ou un paquet technique agricole, mais comme une source d'inspiration pour concevoir et mettre en œuvre les formes d'agriculture qui vont permettre de répondre aux enjeux, les formes d'agriculture alternatives qui vont permettre. C'est une source d'inspiration, et je voudrais vous dire que cette source d'inspiration a des fondements scientifiques. La discipline scientifique des agroécologues. Voilà. Dont le métier, c'est de rendre intelligible la complexité et le fonctionnement de ces écosystèmes agricoles que nous appelons, nous les agronomes, agroécosystèmes. Et c'est des écosystèmes agricoles qui ne sont plus complètement naturels, qui ont été aménagés par des agriculteurs pour favoriser la croissance des espèces domestiques, végétales, animales et autres. Donc on a, en général, pour favoriser la croissance de ces espèces domestiques, destinées notamment à notre alimentation, on a simplifié les écosystèmes, et vous êtes au courant peut-être, et c'est vrai de tous les écosystèmes, plus un écosystème est simplifié, plus il est fragilisé. Et les grands ordres de notre agriculture industrielle, du blé, pas un coquelicot, pas une chenille s'il vous plaît, c'est de fragiliser ces écosystèmes. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que la résilience des revenus des agriculteurs, derrière l'idée de diversification, mais la résilience aussi des écosystèmes. Plus les écosystèmes sont diversifiés, c'est-à-dire présentent dans un même espace des espèces végétales, animales, domestiques, sauvages, microbiennes, champignons, etc., associées, plus l'écosystème est résilient, c'est-à-dire peut retrouver ses potentialités productives quand arrive un accident climatique ou autre. Donc ça va être un deuxième plaidoyer pour la diversification des agricultures en France comme ailleurs. Mais oui, alors les agroécologues essaient de nous expliquer tout ça. Et je vais d'abord vous dire, si vous m'autorisez, parce que je vais vous présenter l'agroécologie comme discipline scientifique, donc je vais vous infliger un cours d'agroécologie. Voilà. Sauf que, et donc, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il y a des fondements scientifiques à ces formes d'agriculture alternatives. Mais je voudrais aussi vous dire que ce sont des femmes malgaches, analphabètes, qui m'ont initié à l'agroécologie. Quand on m'avait envoyé, alors je vous raconte ma jeunesse, excusez-moi, j'avais pas de cheveux blancs à l'époque, je venais juste d'avoir mon diplôme, qui s'appelait pas encore, l'institut s'appelait pas encore Agro-Paris-Tchèque, ça s'appelait Institut National Agronomique Paris-Grignon, et j'ai mon diplôme, et en remplacement de service militaire, je me suggère de faire un service civil, un VSNA, volontaire du service national actif, et je vais enseigner à Madagascar la riziculture améliorée. Alors j'avais posé la question, est-ce que moi, français, la riziculture, est-ce que je connais ça vraiment mieux que les malgaches? Oui, non, mais bien sûr que non. Mais tu as tous les bagages scientifiques, on disait, pour expliquer à ces gens que la riziculture améliorée, c'est mieux que la riziculture traditionnelle. Arrive à ton arrivée, une semaine de formation, il y a tous les bagages scientifiques pour pouvoir bien expliquer le pourquoi la riziculture améliorée est bien meilleure que la riziculture traditionnelle. C'était les mots employés à l'époque. Et alors évidemment, on me fait le petit cours. On a sélectionné, alors aux Philippines, c'était pas Madagascar, mais en station expérimentale, une variété à haut potentiel génétique de rendement à l'unité de surface. Elle s'appelle variété améliorée. Alors évidemment, elle est à paille courte, feuille érigée, résistante à l'averse, mais comme justement elle est à paille courte, etc., elle est concurrencée par des herbes aquatiques qui risquent de lui faire le plus grand tort. Donc il fallait enseigner les semences de la variété améliorée, mais il fallait aussi enseigner l'herbicide. Et puis cette variété qui avait été sélectionnée aux Philippines, elle n'était pas très adaptée à la région en question, elle était sensible à un champignon local, la périculariose du riz, et donc il fallait que j'enseigne le fongicide. Et puis elle était sensible à un virus transmis par un insecte, il fallait que j'enseigne l'insecticide. Mais au moins, bon, ça y est, avec le bagage scientifique, ce cours-là, ça y est, je savais ce qu'était le bien, la variété améliorée, je savais ce qu'était bien, je savais ce qu'était une mauvaise herbe, je savais ce qu'était le mal, je connaissais le bien, le mal, j'étais proche de Dieu. Vous souriez, vous avez bien raison, ces femmes malgaches ont dit que j'étais nul. Et il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre, parce que dès que vous mettez un pied dans la rizière, entre les orteils, il y a des poissons, il y a des... Et oui, la rivière, il n'y a pas que du riz. Il y a des poissons, il y a des escargots, il y a des grenouilles, il y a des canards. Et avec mes produits en cible, je tuais toutes les sources de protéines. J'étais nul. Et en plus, alors ça c'était visible, les canards s'attaquent à ce que j'appelais la mauvaise herbe, et ne s'attaquent pas au riz. Le riz est trop siliceux, c'est pas appétant pour les canards. Et du coup, les canards désherbaient sans s'attaquer au riz.
Donc il n'y avait pas besoin de mon herbicide. Alors c'était plus difficile à voir, mais elles m'ont montré quand même qu'elles s'attaquaient aussi à l'insecte qui transmettait le virus. Et du coup, ben oui, je tuais leur source de protéines et il n'y avait pas besoin des produits en cible. Donc, rééducation, là. Et je remercie ces femmes magasin alphabet qui, je pense, aujourd'hui, évidemment, sont décédées, mais c'est vraiment elles qui m'ont aidé. Donc, quand je vais vous présenter l'agroécologie comme une des fondements scientifiques, je ne vais surtout pas opposer le discours du scientifique qui va devenir scientocrate à les produits issus de recherches paysannes, empiriques, issus de plusieurs décennies. Ça va être ce contact entre deux cultures, culturellement parlant, j'entends, la culture malgache, de gens qui ont par expérience, se sont transmis, y compris parfois avec des discours qui peuvent paraître ésotériques à l'agronome, mais donc parfois incompréhensibles pour l'agronome, la transmission de ces savoir-faire, et le scientifique en question, la culture scientifique. Cette rencontre qui a été, je ne vous cache pas, à Madagascar, c'était pour moi la rééducation, j'ai beaucoup appris, mais ultérieurement, quand j'ai travaillé au Venezuela, quand j'ai travaillé au Laos, j'ai le vrai plaisir de mon métier, je ne vous cache pas, c'est justement de savoir qu'on peut surmonter des incompréhensions culturelles et on peut, les uns et les autres, s'échanger des choses passionnantes au profit, je pense, du plus grand nombre. Mais, donc, quand je vais vous parler, parce que je vais quand même vous infliger un petit cours d'agroécologie, là, un cours de l'agroécologue, eh bien, je n'oublierai quand même pas aussi que j'ai énormément appris, même si ces gens ne parlent pas comme moi, ne parlaient pas comme moi, mais de gens qui, à l'expérience, avaient acquis beaucoup de savoir-faire. Voilà, alors ça y est, le petit cours d'agroécologie commence. Je vous ai dit qu'on a besoin de calories, de protéines, de vitamines, de minéraux, de fibres, d'antioxydants. Eh bien, les calories, c'est l'énergie qu'on trouve dans l'alimentation qui va nous permettre d'aller dépenser cette énergie au travail, dans les déplacements, les battements de cœur, pour certains, les conférenciers qui s'agitent, etc. On dépense du travail, et cette énergie-là qu'on dépense, eh bien, elle nous vient, on l'a trouvée dans la nourriture. Mais d'où vient cette énergie qu'on trouve dans notre nourriture? Et là, vous le savez tous, mais pourquoi l'a-t-on oublié? Ça nous vient du soleil. C'est la plante, ces feuilles vertes, qui interceptent l'énergie solaire et la transforment en énergie alimentaire. Le langage des agronomes, des agroécologues, c'est photosynthèse. Transformation d'une énergie solaire en énergie alimentaire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on m'a raconté, il n'y a pas de pénurie de rayons soleil avant des milliards d'années. Donc durable, excusez-moi, je pense que les rayons du soleil, on peut en faire un usage intensif à l'hectare. Ah oui, je vais plaider pour des formes d'agriculture intensive. Parce que moi, l'agriculture extensive, à savoir qu'il va falloir encore étendre les surfaces cultivées, aux dépens de la forêt amazonienne, aux dépens de la forêt congolaise, aux dépens de la forêt de Bornéo, et dans le marais Poitevin, assécher ce qui reste encore de marais humides, non. Je suis désolé, l'agriculture extensive, si c'est détruire toutes les dernières aires naturelles, contribuer à faire perdre la biodiversité, contribuer à l'effet de serre, non, je suis contre. Donc je vais plaider pour des formes d'agriculture intensive. Mais la question va être, de quoi va-t-on faire un usage intensif à l'hectare? Est-ce que c'est le gaz naturel russe ou est-ce que c'est l'énergie solaire? Ben, ce sera l'énergie solaire dont on va faire l'énergie, l'usage le plus intensif. Je ne veux plus voir un seul rayon du soleil tomber à terre. Je veux que tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles vertes, capables de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Ça va, je me fâche trop. Excusez-moi. Non, ça va. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire un couvert végétal vert le plus total et le plus permanent possible. Le plus permanent, c'est-à-dire hiver, printemps, été, automne, une végétation, le sol recouvert d'une végétation verte capable de la photosynthèse. Et le plus total possible, ben oui, c'est qu'il n'y ait pas un seul rayon du soleil qui arrive à tomber à terre, que tout tombe sur des feuilles vertes. Du coup, couverture végétale la plus totale et la plus permanente possible. Alors la plus totale possible, ça veut dire culture associée. Dans la même plante, au même moment, plusieurs cultures, il y aura peut-être une céréale. Vous savez, on parle beaucoup de la milpa mexicaine, vous avez peut-être vu les films de Eric Robin, etc. La milpa mexicaine, le maïs, la céréale. En dessous, le maïs, il y a le haricot. D'ailleurs, le haricot, il peut être volubile, il monte sur le maïs. En dessous, vous avez soit un manioc, soit un igname, soit ça peut être manioc, igname ou autre tubercule. Et puis, y compris, une cucurbitacée, un potiron, voilà, qui va pouvoir intercepter les derniers rayons du soleil qui ne sont pas tombés sur la feuille de maïs, ni sur la feuille de haricot, ni sur la feuille du manioc.
Donc une dernière plante rampante, pas un rayon du soleil tombe à terre. Alors évidemment, quand je propose ça en France, alors ceci étant, vous avez des gens, alors d'abord, n'oublions quand même pas, hein, que dans la prairie permanente en Bretagne, avant qu'on la laboure pour mettre du maïs et faire de l'ensilage, il n'y avait pas un rayon de soleil qui tombait à terre. Hein. Tous les rayons de soleil tombaient sur des feuilles. Et puis, y compris, ça tombait sur les feuilles du pommier. Hein. Je veux dire, n'oublions pas quand même qu'on a connu, nous aussi, des époques où les rayons de soleil tombaient toujours. Alors, évidemment, sous la neige, en plein hiver, j'en conviens, momentanément, les rayons de soleil n'atteindront pas la feuille verte. J'en conviens. Mais enfin, l'idée, quand même, est celle-là, culture associée. Ceci étant, vous avez en France des choses intéressantes. Alors, j'entendais parler de permaculture tout à l'heure, qui est une forme d'agriculture qui relève très largement de l'agroécologie. Je vous assurer, alors c'est une agriculture manuelle, hein, c'est du maraîchage, tout est fait pour qu'il n'y ait pas un rayon de soleil qui tombe à terre. Dès qu'une plante est récoltée, hop, on en remet tout de suite une autre, pour que les rayons de soleil tombent tout de suite sur une autre feuille d'une autre plante qui va tout de suite lui succéder. Et il y a une telle association de culture qu'on y parvient. Et c'est une agriculture manuelle. En agriculture moto-mécanisée, c'est quand même plus difficile. Mais dans la Champagne crayeuse, un des paysans très fiers me racontait que voilà, il semait des blés et il semait des lentilles, enfin des lentilles. Et donc au moins les rayons de soleil qui n'étaient pas tombés sur la feuille de blé tombaient sur la feuille de lentilles. Alors moi, avec mon expérience avec Kitchen, je disais, et vous ne pourriez pas mettre un concombre, une plante rampante pour intercepter les derniers rayons du soleil. Et il a dit oui, mais quand passe la moissonneuse batteuse, ça ne lui fait pas du bien. Parce que déjà c'est délicat, récolter le blé et les lentilles le même jour. Il faut s'assurer que ça arrive à maturité au même moment. Après, on séparera les grains, c'est pas ça qui est coûteux. Et donc, il y a quand même des savoir-faire, c'est plus artisanal, c'est moins industriel, pour être très clair. Mais oui, il y a des gens qui pratiquent déjà des cultures associées en France, y compris dans notre système moto-mécanisé. Alors, j'ai vu des lentilles sur la cameline, j'ai vu et puis en permaculture, beaucoup de choses. Mais oui, par contre, on ne pourra pas être aussi performant que des gens qui travaillent à la main ou avec la culture attelée. J'en conviens. Mais néanmoins, on peut quand même essayer d'associer des céréales, des légumineuses, des tubercules dans un même champ, momentanément, et puis tout de suite, après la récolte, hop, une culture dérobée qui va prendre le relais, etc., pour que la photosynthèse puisse s'exercer le plus longtemps possible et le plus possible. Voilà, mais c'est vers ça qu'il va falloir quand même essayer d'évoluer, et du coup, ça se prête moins à la motorisation, à la mécanisation de l'agriculture. J'en conviens, on en reparlera. Voilà, alors j'ai été trop vite. Les couvertures végétales. Alors maintenant, je dois être honnête quand même avec vous. Parce que quand je vous dis on a besoin de calories, c'est calories alimentaires qu'on trouve dans l'alimentation qui nous viennent du soleil. De quoi on parle? On parle de glucides. Le sucre, le saccharose, le fructose, voilà, les sucres. Et puis des lipides. L'huile, le colza, l'huile d'olive et ce genre de choses. Ce sont des molécules carbonées. Oui, la plante, avec l'énergie solaire, parvient à nous synthétiser, photosynthèse, des molécules carbonées. La partie énergétique dans notre alimentation, ce sont les molécules carbonées que l'on appelle les glucides, les lipides. Et du coup, il faut impérativement que la plante trouve le glucide, c'est un hydrate de carbone, donc vous entendez hydrate, c'est l'eau et carbone, mais il est impératif que la plante puisse avoir accès à du carbone. D'où vient le carbone de cette calorie alimentaire? Ça nous vient du gaz carbonique de l'atmosphère. Et je vous pose la question. Y a-t-il vraiment pénurie de gaz carbonique dans l'atmosphère? Je vous vois que vous riez. Il y en a trop. Alors s'il y en a trop, je vous suggère que les agriculteurs fassent un usage intensif à l'hectare de ce gaz carbonique. La plante va intercepter le gaz carbonique, va libérer de l'oxygène, ça n'a jamais fait mal aux poumons. Et avec ce carbone, va fabriquer des glucides, des lipides, et peut-être même de la paille, des racines, qui après récolte, si ça se décompose bien, fabrique de l'humus et séquestre du carbone dans l'humus des sols, et donc contribue à atténuer le réchauffement climatique. Oui, je vous le dis tout de suite, je suis pour l'agriculture intensive. Si je fais assez de l'utilisation du soleil renouvelable et du gaz carbonique pléthorique pour séquestrer du carbone dans l'humus des sols, je suis pour. Alors là, la vraie difficulté, parce que quand même vous imaginez qu'il y a quand même quelques difficultés dans ces formes d'agriculture, c'est la gestion de l'eau. Parce que pour que le gaz carbonique rentre dans la plante, d'abord, par où le gaz carbonique rentre-t-il dans la plante? C'est par le petit trou par lequel la plante transpire. Vous savez, la plante, elle est comme nous, plus il fait chaud, plus il fait sec, plus il y a du vent, plus elle transpire. Nous, il nous faut boire tout de suite, voilà, il y a de l'eau, sinon on se déshydrate. Mais la plante, elle a une capacité que nous n'avons pas. Si elle ne trouve pas assez d'eau à boire dans le sol, elle peut quand même momentanément arrêter de transpirer pour ne pas se déshydrater, pour ne pas se dessécher. Elle arrête de transpirer.
Ça peut durer quelques jours, pour certaines plantes, quelques semaines, de très rares plantes, plus d'un mois. Le cactus et des choses comme ça. Mais donc, soyons clairs, oui, c'était pas un appel à boire tout de suite. Hein. Quand il y a du vin, je suis plus pressé. Mais c'est la gestion de l'eau qui est effectivement décisive. Il faut que la plante transpire et donc qu'il y ait suffisamment d'eau à boire dans le sol, en particulier quand il y a des périodes de canicule et de sécheresse. Si on parvient à emmagasiner de l'eau dans le sol, et bien la plante pourra continuer de transpirer, même s'il ne pleut pas pendant une semaine. Et donc ça va être la gestion de l'eau qui est le plus délicat. Et la seule ressource qui est gratuite, c'est l'eau de pluie. Sauf que cette eau de pluie, ben vous êtes au courant, elle va nous être offerte de façon de plus en plus aléatoire, de plus en plus chaotique, soit trop, soit pas assez, soit ce genre de choses. Et évidemment, c'est la question donc, de comment ces plantes puissent avoir accès à de l'eau, y compris pendant les périodes de sécheresse. Ben, il faut que toute l'eau s'infiltre dans le sol. Rien, plus rien ne doit ruisseler. Je ne veux plus voir un petit filet d'eau ruisseler. On va mettre des barrières au ruissellement. On va remettre des haies. Ça, dans certaines régions, j'ai du succès. Hein. Les gens qui me disent, ah ben oui, on nous avait subventionné l'abattage des haies. Non, mais oui, on va remettre des haies pour empêcher le ruissellement. Et même la couverture végétale. À la limite, quand vous avez une prairie permanente, je vous dis tout de suite, le petit filet d'eau, il a du mal à prendre du poids, du volume et de la rapidité. Donc plus il y a une couverture végétale, moins l'eau va pouvoir ruisseler et là on va pouvoir s'infiltrer. Il faut que toute l'eau de pluie s'infiltre dans les sols. Il faut donc que le sol soit poreux. Et moi, on m'enseignait le labour. Et maintenant j'enseigne le zéro labour, les techniques culturales simplifiées, un travail minimal du sol. Alors pourquoi ? Alors, entre-temps, on a progressé, j'en conviens. Ben, c'est qu'un excès de labour, on aère le sol. Alors évidemment, ça rend le sol poreux dans les 20-25 premiers centimètres. Ça, c'est très vrai. Mais si votre labour, en particulier dans ma Normandie, sur les limons, si le labour fait un beau lissage à 25 cm, c'est-à-dire lisse le sol, on appelle ça une semelle de labour, certes, les 20 premiers centimètres sont poreux, mais après, ça ne s'infiltre pas. Alors c'est trop d'eau dans la nappe, dans la couche arable, et pas assez ensuite. Donc ça, c'est pas génial. Et puis un excès de labour, comme on aère le sol, le carbone qu'on veut séquestrer dans l'humus des sols, si vous le réoxydez, il retourne à l'état de gaz carbonique. Mais on veut quand même que les sols soient poreux, avec un minimum de travail du sol, sans exagérer le travail du sol. Et bien on va faire confiance aux vers de terre. Et d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles il faut faire attention au labour, c'est que quand vous labourez en pleine journée, les vers de terre, vous savez, les vers de terre, ils sont à la surface du sol pendant la nuit. Là, ils se goinfrent des matières organiques, des résidus de récolte, des feuilles mortes, etc. Et dès que le jour apparaît, hop, hop, le ver de terre, il rentre dans le sol et creuse une galerie. Et bien c'est ce ver de terre en creusant une galerie qui va rendre le sol poreux. Oui, c'est la biologie des sols, les vers de terre en particulier, mais les cloportes, les collemboles, qui vont nous rendre le sol poreux. On va peut-être devoir s'interdire des insecticides, parce que sinon, c'est foutu. Donc on va sauver la biologie des sols. Ça veut dire que déjà, un argument pour se dire, oulala, pas seulement parce que les produits en site sont des perturbateurs endocriniens et que notre jeunesse risque d'avoir des cancers naturels, mais y compris pour la santé des vers de terre. D'ailleurs, ce concept de One Health, hein, une seule santé, nous et les vers de terre, même destin. Ça peut paraître écolo, barjo, bobo, mauvais, je ne sais plus comment vous le dites, mais non, il y a du vrai, hein. Il y a des fondements scientifiques, oui, oui. Notre santé et la biodiversité autour de nous, c'est quand même un peu le même destin. Et là, alors, c'est un bel exemple. Oui, oui, on va devoir sans doute s'interdire tous les pesticides qui pourraient porter. Et même, je vais vous dire, l'herbe. Moi, je connais des gens dans Saint-Émilion, je reviens, Château du Caz, de surcroît, donc c'est pas les vins les moins coûteux, mais et ben, entre les rangées de vignes, ils maintiennent de l'herbe, que moi, autrefois, j'appelais mauvaise herbe, parce que ça empêche le ruissellement sur les coteaux. Et ensuite, quand l'herbe est sèche, là où il y avait une racine, il y a une galerie, ça favorise l'infiltration de l'eau. Et s'il est vrai que l'herbe peut concurrencer la vigne pour l'utilisation de l'eau, il est vrai aussi que l'herbe peut empêcher le ruissellement, favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol, et en définitive, c'est positif pour la vigne. Donc évidemment, ça dépend des lieux. L'agroécologie, c'est quand même prendre en considération les conditions locales, hein, agroécologie locale. Il n'y a pas de règles et de dogmes quand on s'inspire de l'agroécologie. Mais oui, il y a des façons de rendre le sol poreux en maintenant une énorme biologie
une grande diversité dans la biologie des sols. Ça va être ça qui va nous rendre des sols poreux. Et alors maintenant, on veut que l'eau qui s'est infiltrée soit retenue au maximum à hauteur des racines. Certes, le surplus ira rejoindre la nappe phréatique pour être rechargé, mais on veut que le maximum d'eau soit retenu à hauteur des racines pour que même quand il y a une semaine de sécheresse, les racines ont accès à de l'eau à leur proximité immédiate, et ça c'est l'humus. C'est l'argile et l'humus qui retient l'eau. On ne peut pas enrichir un sol en argile, un sol limoneux restera limoneux, un sol sableux restera un sol sableux. Mais on peut l'enrichir en humus. Et l'humus, c'est 50% de carbone, le carbone du gaz carbonique que la plante avait intercepté, qui avait fabriqué de la paille, des feuilles, des racines, qui quand ça se décompose bien, s'intègre dans l'humus des sols, et bien ça retient l'eau. Donc oui, il faut enrichir les sols en humus, maintenir déjà, ne pas désagréger l'humus des sols, et en plus accroître, séquestrer du carbone dans les sols. C'est bon pour l'intérêt général, moins de gaz carbonique dans l'atmosphère, et c'est bon pour l'intérêt du paysan, ça retient l'eau, ça permet d'allonger la durée de transpiration, et donc ça permet d'allonger la durée de la photosynthèse. Oui, c'est la gestion de l'eau qui est décisive, on empêche le ruissellement, on favorise l'infiltration, et on maintient tout ça à hauteur des racines, en constituant toujours davantage d'humus dans les sols. Donc en enfouissant les matières organiques, ça peut être du compostage, ça peut être du fumier, on verra ça plus en détail. Mais oui, il faut accroître le taux d'humus dans les sols, ne serait-ce que pour allonger la durée de la transpiration et donc de la photosynthèse, et accroître le rendement calorique, le rendement énergétique de nos cultures. Voilà, c'est vraiment la gestion de l'eau qui est le plus délicat pour nos calories. Maintenant, on a besoin de protéines. On a besoin de protéines, c'est tous les constituants des tissus du corps humain, la peau, les cheveux, les ongles, les muscles, c'est fait de protéines. Et il nous faut en manger tous les jours, parce que ça s'use. C'est pas seulement qu'on se ronge les ongles et on se coupe les cheveux, mais ça s'use et ça repart, les décompositions repartent dans nos urines, et éventuellement, ça va rejoindre la mer. Mais voilà, donc on a besoin tous les jours des protéines pour renouveler les tissus du corps humain, c'est indispensable. Et les protéines, c'est des molécules azotées. Donc voilà, usage de l'azote de l'air pour la fabrication des protéines. Et là, je vais vous dire, donc toutes les protéines, c'est des molécules azotées. Où les plantes vont-elles trouver de l'azote pour fabriquer nos protéines? Dans l'air. 79% d'azote dans l'air que vous respirez, vous et moi. Et le reste, c'est 21%, c'est l'oxygène. Et il n'y a pas de pénurie annoncée avant des millénaires. Donc je vous suggère qu'on fasse un usage intensif à l'hectare de cette ressource gratuite. Pour l'instant, je vous suggère de faire un usage intensif de ce qui est renouvelable, pléthorique et gratuit. L'azote de l'air, le cycle de l'azote va se renouveler, rassurez-vous, sans pas de problème. Donc allez-y, faisons l'usage intensif de l'azote de l'air pour fabriquer nos protéines, notamment les protéines végétales en premier lieu. Remarquez, c'est ce qu'on fait déjà. Toutes les protéines que nous mangeons, protéines végétales et ensuite éventuellement animales, l'azote vient de l'azote de l'air. Le vrai problème pour la fabrication des protéines, c'est un problème énergétique. C'est de rajouter de l'azote sur une molécule carbonée. C'est coûteux en énergie. Et là, il y a bien deux solutions. Celle de l'agriculture industrielle, auquel on s'est accoutumé. On veut qu'un blé, là, soit panifiable, il faut qu'il soit riche en protéines. On veut lui apporter des engrais azotés de synthèse. L'urée, l'ammonitrate, le sulfate d'ammonium, fabriqués avec quelle énergie? Du gaz naturel, et j'incite, russe, pour vous faire peur. Mais c'est la dépendance à l'égard des énergies fossiles dont il faut avoir peur, bien évidemment. Ça, vous l'avez compris, c'est désuet. L'énergie fossile, on sait que c'est très dépendant de considérations, guerre en Ukraine ou ailleurs. Il faut surtout sortir de cette dépendance à l'égard des énergies fossiles, du gaz naturel russe, norvégien aussi en France, et puis de plus en plus le gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis, hyper coûteux. Donc, si vous êtes d'accord, on va devoir arrêter ça. Et l'alternative? Alors l'alternative, tous les agriculteurs du monde entier, tous les paysans du monde entier la connaissent. C'est des plantes, on les appelle des légumineuses, c'est des plantes de l'ordre des légumineuses. Si vous voulez nourrir des herbivores, vous appellerez ça trèfle, sainfoin, lotier, luzerne, vesse. Si vous voulez nourrir des cochons, vous avez le droit d'appeler ça soja, et vous pouvez appeler ça lupin, pois fourragé, févrole. Et nous, y compris les humains qui mangeons aussi des protéines végétales, appellent ça légumes secs, petits pois, fèves, haricots, tous ces légumineuses. Donc voilà, vous avez une famille de plantes, enfin un ordre de plantes qu'on appelle légumineuses,
qui sont capables de nous fournir des protéines donc riches en azote à partir de quelle énergie? L'énergie solaire. Ah bon? Comment? Alors c'est compliqué, j'en conviens. La légumineuse, donc, les plantes, pratique la photosynthèse. Elle fabrique des glucides. Et là, vous avez des microbes, des bactéries, qui s'incrustent dans la racine de la plante et se goinfrent des glucides, mais dont l'origine, donc, c'est bien le gaz carbonique et l'énergie solaire. C'est voilà que ces bactéries vont se nourrir de ces glucides, vont se proliférer grâce à cette énergie, et avec cette énergie, vont intercepter l'azote de l'air, fabriquer les premières briques, les premières molécules, sous-molécules, enfin les acides aminés, les premiers constituants des protéines, le fabriquent. Donc c'est quand même ces bactéries, grâce aux glucides, grâce à cette énergie-là, qui vont fabriquer les premières briques des protéines et refiler ça à la légumineuse, qui sont riches en protéines végétales, et ceci grâce à l'énergie solaire, en tout cas grâce aux glucides qui eux-mêmes proviennent de la photosynthèse, qui provient elle-même de l'énergie solaire. Donc oui, on peut soustraire, et je vous suggérerais, si vous en êtes d'accord, que dans tous les pays du monde, France comprise, on puisse retrouver une souveraineté protéinique, c'est-à-dire que nous puissions... vous savez, moi, alors ça nous rejoint sur les débats Mercosur, hein, vous commencez à le deviner, mais savoir qu'en France, on est dépendant pour les 2 tiers de protéines végétales, et l'Europe des 27, je vous dis tout de suite, est dépendant pour les 3/4 des protéines végétales destinées à l'alimentation humaine. Vous savez, moi, quand je vois le cassoulet de Castelnaudary, je regarde tout de suite sur l'étiquette. Si je vois marqué haricots Tarbet, ah oui, origine France. Et si je vois rien, je traduis, mais je n'ai pas tort, haricots argentins. Pourquoi faudrait-il que les haricots d'un cassoulet de Castelnaudary proviennent d'Argentine? Mais alors, beaucoup plus grave encore, c'est l'alimentation animale. Vous êtes au courant que nos cochons, nos volailles sont nourris avec des graines de soja brésiliennes, argentines, états-uniennes, paraguayennes, uruguayennes, et nous sommes dépendants pour les 2 tiers, ou états-uniens aussi, hein. Donc de l'importation de graines, et pour des ruminants, le tourteau de soja aussi est importé. Nous dépendons considérablement pour nos protéines. Moi, si vous en êtes d'accord, je vous suggérerais la chose suivante. Sur les territoires français, on aurait des animaux français, on aurait des humains français, nous cultivons des légumineuses françaises qui interceptent l'azote de l'air français. Voilà. Je vois qu'il y en a qui sourient, j'ai même entendu une fois, plus franchouillard que Zemmour, Marc Duchier. C'est pas franchouillard ce que je raconte là, c'est au contraire solidaire. C'est tous les peuples du monde, Brésil y compris. Parce que quand je vois qu'au Brésil, quand je dis ça, il faudrait que l'Europe se protège en mettant des droits de douane à l'importation du soja brésilien, et que ça ferait le plus grand bien à l'Europe qui retrouverait sa souveraineté protéinique. Je joue le franchouillard. Vous savez ce qu'ils me répondent, les Brésiliens? Enfin, il y a 2 catégories de Brésiliens. Les grands exportateurs de soja me disent: ah, monsieur Dufumier, vous êtes peut-être agronome, mais bien piètre économiste, vous n'avez pas lu Ricardo, vous n'avez pas lu les néoclassiques, c'est parfaitement démontré que la spécialisation sur les avantages comparatifs, en jouant la carte de libre-échange, chacun renonce à faire chez soi ce pourquoi il est moins compétitif, et faire chez lui ce pourquoi les autres sont moins compétitifs. La spécialisation sur les avantages comparatifs, dans un libre-échange sans aucune protection, ça fait l'optimum général, la main invisible. Voilà. Alors j'ai déjà enseigné à la théorie classique, rassurez-vous, je sais que c'est les hypothèses qui remettent en cause, et ce n'est pas la théorie elle-même qu'il faut remettre en cause, qui sont des hypothèses d'ailleurs de libre-échange et libre circulation des productions et facteurs de production. Je reviendrai là-dessus, en tout cas je l'enseigne, mais les gens me disent: ah, vous avez des avantages comparatifs, je suis faire du champagne, nous on a des avantages comparatifs pour faire du soja, et on va s'échanger, c'est gagnant-gagnant. Alors évidemment, je pourrais répondre à ça, sauf qu'il y a tout de suite d'autres Brésiliens, beaucoup plus nombreux, qui disent: monsieur Dufumier, s'il vous plaît, on n'est pas fiers, nous, Brésiliens, de produire du soja pour nourrir vos cochons, monsieur Dufumier, vos volailles, monsieur Dufumier, vos ruminants de tourteaux de soja. Nous, on préférait que le soja brésilien nourrisse des Brésiliens. Parce que les gens qui ont faim, les 733 millions dont on parlait tout à l'heure, qui sont-ils? C'est parce qu'on manque de nourriture sur le marché mondial? Rien à voir. Il y a un excédent de nourriture sur le marché mondial. Pour nourrir correctement un habitant, il faut produire de l'ordre de 200 kg de céréales, où sont l'équivalent pommes de terre, manioc, igname, donc une partie y compris pour l'alimentation animale. Mais globalement, c'est un ordre de grandeur, hein, une espèce de moyenne, parce que ça dépend de l'âge, ça dépend de la taille, ça dépend du poids, mais
il faut produire de l'ordre de 200 kg de céréales, son équivalent, par habitant et par an. La production mondiale est déjà de 330 kg de céréales, d'équivalent céréales, banane plantain, pommes de terre, igname et ce genre de choses. Et du coup, c'est la pauvreté qui est à l'origine de la faim de la même temps. S'il y a des gens en France qui fréquentent les restaurants du cœur, s'il y a des gens qui en France ne trouvent pas de quoi manger, ils sont obligés de demander leur nourriture, c'est parce que la France ne produirait pas assez de blé, la France ne produirait pas assez d'œufs, la France ne produirait pas assez de lait. Ça n'a rien à voir. C'est qu'il y a des gens trop pauvres pour acheter une production qui est excédentaire en France, puisqu'on l'exporte. Mais au Brésil, le Brésil exporte sa viande, le Brésil exporte son soja, le Brésil exporte ses agrumes, il exporte son maïs. Et il y a des Brésiliens qui n'ont même pas le pouvoir d'achat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que nos cochons sont plus riches que les pauvres Brésiliens. Il y a de là, c'est parce que alors il paraît qu'il ne faut pas parler comme ça. Il faut dire, les usines d'aliments du bétail en France sont plus solvables que des Brésiliens au chômage. Voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat en France est tel qu'effectivement le soja quitte le Brésil, ne permet pas de donner à manger à des gens. D'ailleurs, ces gens, c'est des gens qui désherbaient, qui ont été remplacés par du désherbant, qui se retrouvent aujourd'hui au chômage dans des bidonvilles et ne peuvent même pas acheter le soja. C'est tous les peuples du monde, Brésil compris, qui devraient pouvoir gérer en circuit court les plantes pour la photosynthèse, les calories, les protéines en question, et pas dans le cadre d'une spécialisation. Tous les peuples du monde ont intérêt à avoir une agriculture diversifiée, je vous le dis tout de suite, ça devrait aller de soi. Et donc le discours que je vous tiens, nous on pourrait libérer, on exporte des céréales, oui mais les céréales qu'on exporte là, qui sont allées au Sénégal, ah oui, alors là-bas, les producteurs de mil et de sorgho tombent en faillite, parce qu'ils sont concurrencés par ça, eux travaillent à la main, nous on travaille avec la moissonneuse-batteuse, ah oui, ils ne sont pas compétitifs, et donc il leur faut rejoindre les bidonvilles, il faut tenter de traverser le désert libyen, la Méditerranée. Et on ne pourrait pas faire en sorte que tous les peuples, les paysanneries, puissent nourrir correctement et durablement leur peuple, sans avoir à dépendre de l'étranger, en faisant l'usage intensif de ce qui est leurs ressources locales, l'énergie solaire, le carbone, l'azote de leur pays, de leur région. C'est tous les peuples du monde qui ont intérêt à gérer un circuit court, la photosynthèse et les légumineuses pour la source de protéines, et si possible, en association. Parce que je vais vous dire, l'agriculteur, là, qui m'avait dit qu'il était très fier de semer des lentillons avec son blé. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, bah, écoutez, après récolte, parce que vous savez, la légumineuse dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle nous fournit des protéines végétales, mais après, dans les racines, il y a de l'azote encore, les nodosités. Et donc, la légumineuse contribue à fertiliser en azote les cultures qui viennent après, dans la rotation. Et là, dans son association, il me dit, vous savez, monsieur Tuillet, quand je fais cette association, après récolte, il y a le bon dosage carbone-azote, le cumulus, c'est 50% de carbone, 5-6% d'azote. Il faut quand même qu'il y ait un peu d'azote dans les sols pour que les microbes puissent fabriquer de l'humus, décomposer la paille, décomposer les racines et fabriquer de l'humus. Et il me dit, vous savez, en faisant l'association, il y a le bon dosage. Et je peux produire de l'humus sans même qu'on ait à mettre du fumier. Je peux vous assurer que pour moi, c'est franchement injurieux. Moi, grand défenseur du fumier. Oui, je ne supporte pas. Alors, ceci étant, il a quand même raison. Hein. On peut produire de l'humus sans mettre du fumier. Je suis un ardent défenseur du fumier, je vous le dis. Mais je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendu entre nous, hein, ça n'a rien. Mes étudiants, ils disent sur la question du fumier, vous avez perdu toute objectivité. Vous êtes tombé dedans à la naissance. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Non, le fumier, c'est le carbone de la paille et c'est l'azote de l'urine. Voilà. Et bien, allons-y. Associons des légumineuses et des céréales. Je veux dire, et remettons les animaux sur la paille. Mais je ne comprends pas. En France, je ne plaisante pas. Hein. La Bretagne est spécialisée élevage. Le bassin parisien est spécialisé céréales. Et du coup, pour nourrir des animaux, en Bretagne, des porcs, des volailles, des ruminants, on va leur apporter du soja qui est intercepté de l'azote brésilien. Donc, l'azote de l'air brésilien, on l'importe sous la forme de soja pour nourrir des cochons qui ne sont même pas nourris sur la paille. Et quand ces animaux vont uriner, l'azote de l'urine ne rejoint pas la paille, c'est pas du fumier, c'est du lisier. Ça nous fait de très belles algues vertes sur le littoral. Alors, franchement, aller chercher de l'azote au Brésil, voilà, pour fertiliser le littoral breton avec des algues vertes. N'appelez pas ça circuit court. Hein. Et alors, quand je pense que dans le bassin parisien, évidemment, il n'y a plus l'urine des animaux, donc on va mettre l'urée, engrais, azoté de synthèse, avec du gaz naturel russe. N'appelez pas ça circuit court. Enfin, on a tout faux. On a tout faux. Regardez ce qu'on fait. On fait une sous-utilisation de nos rayons du soleil. Il y a des rayons du soleil qui tombent à terre. Là où il y avait des prairies permanentes en Bretagne, maintenant il y a du maïs en silage, j'ai en train d'arranger le maïs. Là.
les rayons du soleil tombent à terre, enfin jamais. Alors que dans la prairie permanente autrefois, il y avait effectivement des graminées, des raigrats et autres, et puis il y avait des légumineuses, du trèfle, des luzernes, des sainfoins, enfin, il y avait le bon dosage. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, on tombe les rayons du soleil, on va importer de l'azote depuis très longtemps, et on fertilise des algues vertes sur le littoral. On a tout faux. Ben rien, on va changer tout ça, si vous en êtes d'accord. Mais à moins de vous convaincre quand que c'est utile, et je peux vous assurer, quand je vois qu'on fait un usage, un sous-usage de ce qui ne nous coûte rien, et un tel usage de ce qui nous coûte beaucoup, il y a vraiment des moments. Il y a des moments où j'en rage, voilà. Enfin, vous avez peut-être compris. Voilà. Dans le qu'est-ce qu'on attend, hein, moi c'est qu'est-ce qu'on attend. Alors, gestion des cycles du carbone et de l'azote en association. Et effectivement, je plaide. Alors, de nouveau, c'est moi qui. Je suis très mauvais avec l'emploi de. Je crois que c'est parce que j'ai vu. C'est les piles qui bougent. Quand j'appuie là. Ah, ouais, tout se plaît. Je laisse de nouveau corriger le tir si. Ben, c'est pas grave, hein, je peux parler sans mon texte, mais c'est vrai que quand il y a un texte. Mais voilà, association étroite de l'agriculture et de l'élevage, vous l'avez compris, c'est quand même le filier. Et alors après, donc, ben voilà, ça marche tout seul, voilà. Non, ben c'est bon, donc du coup. Non, mais c'est moi qui appuie peut-être mal. Alors en tout cas, on a aussi besoin d'éléments minéraux. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, jusqu'à présent, la Pachamama, la mère terre, hein, pour parler comme les Mexicains, les Incas au Pérou et ailleurs, en fait, pour l'instant, tout nous vient du ciel. L'énergie solaire, ça vient de là-haut. Le carbone, ça vient de là-haut. L'azote, ça vient de l'air. Et pourtant, j'ai déjà été obligé plusieurs fois de vous parler de l'humus. Il faut qu'il y ait des vers de terre, il faut qu'il y ait des copotes, il faut des clampoles, il faut qu'on fabrique de l'humus. Donc, évidemment, la terre est quelque chose de décisif pour notamment la fertilité et s'assurer de la durabilité pour que les générations futures ne souffrent pas. Dans certains pays, il y aura urgence de produire davantage, mais il ne faudrait pas que ce soit au détriment des générations futures. Donc, l'humus, c'est décisif. Et c'est vrai que là, quand on prend des éléments minéraux, plus on en prend dans le sol, plus il faut envisager éventuellement d'en remettre. Et là, il y a une finitude. Parce que jusqu'à présent, quand je dis on fait un usage intensif, ce qui est gratuit, renouvelable, pléthorique, il n'y avait pas de finitude. Au contraire, il fallait en faire l'usage le plus intensif possible. Mais pour les éléments minéraux, là, c'est très différent. Alors le calcium, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de pénurie avant des millénaires, les falaises calcaires à l'échelle mondiale. Évidemment, si vous êtes en Bretagne, vous allez devoir transporter la chaux, le calcaire sur les sols acides, il y a des coûts de transport, j'en conviens. Mais il n'y a pas de pénurie annoncée de calcium, pas non plus en potassium, même si c'est moins pléthorique que pour le calcium. Mais par contre, pour le phosphate, là vraiment, la finitude, là, il faut vraiment prendre ça très, très, très au sérieux. Alors, parce que les phosphates, y compris qui repartent avec les excréments animaux ou qui partent avec nos urines, ça va dans les océans, mais alors ça va au fond des océans. Les mines de phosphate, n'oubliez pas, aujourd'hui, c'est des choses qui étaient dans un océan, qui ont été surélevées au moment où nous sont arrivés nos montagnes. Donc, je veux dire, vous pouvez presque considérer qu'on est dans le fossile. Alors, la question, évidemment, c'est d'être très économe en phosphore, mais la plante a impérativement besoin de phosphore, donc de phosphate. C'est dans son ADN, mais pas seulement, c'est essentiel pour la photosynthèse, dans toutes les manips chimiques que fait la plante, c'est impératif. Et nous aussi, on a besoin de phosphore, et pas seulement pour phosphorer. Je vous dis tout de suite, c'est vital. Et donc, plus on en prend, plus il faut envisager d'en remettre. Alors, éviter les gaspillages, c'est effectivement si on pouvait récupérer ça pour refertiliser les sols, avec l'élevage, c'est le fumier, très clairement, donc on remet les animaux sur la paille, on fait du fumier, bon dosage carbone, azote, plus le phosphate de l'urine, allez hop, et on remet ça dans le sol, ça n'ira pas fertiliser des algues vertes. Les boues d'épuration humaine, avant, parce qu'on épure les eaux avant de les rejeter à la rivière en France, alors là, j'ai envie de dire, c'est très riche en phosphate, sauf que c'est aussi souvent, si ça rejoint des eaux industrielles, très riche en métaux lourds, cadmium, mercure, plomb, et ça, alors il ne faut pas. Alors que c'est très riche en phosphore. Mais là, il vaut mieux éviter, parce que c'est quand même pas bon, j'en ai pas parlé, mais les métaux lourds, c'est pas bon pour notre santé non plus. Donc il faut éviter ça. Du coup, il nous faut quand même trouver du phosphore ailleurs. Alors la question devient, est-ce qu'on peut en trouver ailleurs? La réponse est quand même oui. Est-ce qu'on peut en trouver beaucoup? La réponse est quand même oui, mais à faible dose. Et où ça? Dans la roche. Le granit, le grès, le schiste, le calcaire, le basalte, ce sont des éléments minéraux. Et tous les jours, cette roche est altérée, libère des éléments minéraux.
Sauf que ce n'est pas accessible à une racine de blé, ça tout dépend de la profondeur de la roche, hein, j'en conviens. Mais en règle générale, ce n'est pas accessible aux racines de blé, de luzerne et autres. Mais si ça peut être accessible à des racines d'arbres, qui avec leurs racines profondes vont aller rejoindre la roche-mère, et ça remonte avec la sève, ça va dans la feuille, et la feuille remonte tombe à terre, ben oui, l'arbre va permettre de fertiliser en allant chercher des éléments minéraux qui sont libérés en sous-sol, les faire remonter, et dans la couche arable. Oui, nous allons remettre des arbres dans nos régions. On va remettre des haies, on a déjà dit pour empêcher le ruissellement, des haies pour en faire le rôle de brise-vent, mais des haies peuvent jouer aussi le rôle de fertilisant, et j'allais dire le pommier aussi. Le pommier, il est capable d'aller chercher des éléments minéraux, et évidemment la pomme, on va la manger, mais les feuilles vont tomber à terre et fertiliser la couche arable. Donc l'idée d'associer plusieurs cultures ensemble, et y compris lier des arbres dans ces champs modernes dont je vous parle là, est une idée fort juste, avec les multiples rôles que peut jouer l'arbre. Vous allez voir, il y en a encore d'autres, mais c'est absolument fabuleux. Et alors si en plus, vous avez, et c'est peut-être ça qu'il faut regarder juste après, vous connaissez la truffe. La truffe, c'est ce champignon qui s'incruste dans la racine du chêne, il vous fait un champignon très savoureux. Eh bien, vous avez des champignons qu'on qualifie de mycorhiziens. Ces champignons mycorhiziens sont capables de s'incruster dans la racine de la plante, se nourrissent, de nouveau, c'est comme les bactéries de tout à l'heure, ces champignons se nourrissent des glucides photosynthétisés par la plante, donc toujours c'est l'origine énergie solaire, ils se nourrissent des glucides photosynthétisés lors de la photosynthèse, avec cette énergie ils développent un mycélium, les ifs, vous savez, cette espèce de moisie de filaments extrêmement fins, et avec ces éléments extrêmement fins, ils vont aller chercher des éléments minéraux encore en plus grand nombre dans la roche-mère quand elle est altérée, et même dans la couche arable, les éléments minéraux qui étaient autrefois dans la roche, qui sont aujourd'hui dans la couche superficielle, mais qui sont coincés dans les argiles. C'est-à-dire que la plante, même avec les racines les plus filamenteuses, ne parvient pas à extraire ces phosphates coincés dans ce qu'on appelle les sites internes de l'argile. Et bien les champignons mycorhiziens arrivent à pénétrer tellement fin au sein même des argiles, à en extraire les phosphates et à rendre ça à la plante dont il avait tiré l'énergie. Et la réponse, donc, est claire, c'est là-dessus que vont avoir lieu les principaux progrès, je pense, dans les 15-20 ans qui viennent. Vous entendez sans doute parler aujourd'hui de Marc-André Sellos, qui est un des grands ponts de cette affaire, en biologie des sols. Et je pense que dans les 15-20 ans qui viennent, notamment sur ce qui est le plus inquiétant, la finitude des éléments minéraux, et là, je ne vous cache pas qu'on a encore le temps, entre chercher les éléments dans la roche-mère et dans les argiles, on en a encore pour plusieurs générations, pour ne pas manquer de phosphore, mais par contre, on va devoir s'interdire les fongicides. Il y a du milieu, mais ne sont pas du fongicide. Si le fongicide tombe à terre, c'est la fertilité des sols, c'est les champignons mycorhiziens qui sont tués. Oui, l'agriculteur moderne de demain va s'interdire les produits en seed pour la biologie des sols, pour sa fertilité, pour aller chercher les éléments minéraux et aussi pour notre santé. Il y a 1001 arguments pour qu'on s'interdise l'emploi de ces produits en seed en question et que l'on refasse naître dans chacun de nos agroécosystèmes une très grande biodiversité sauvage, domestique, végétale, animale, bactérienne, champignonnesque, enfin fongique et autres. Oui, les rendements à partir de maintenant, on va mesurer des rendements caloriques, protéiques, vitaminiques, minéraux par hectare. Ce ne sera pas la culture, ce sera l'ensemble de l'écosystème dont il nous faut mesurer le rendement dans tous ces ingrédients qui nous font le plus grand bien-être. Et alors après, évidemment, quand vous avez des haies, je pense que ça va être la chose suivante, vous allez découvrir que la haie, dans la bande enherbée, là en bas, il y a des carabes qui s'attaquent aux limaces. On ne met plus d'insecticides. Dans la partie arbustive, vous avez des coccinelles qui vont s'attaquer aux pucerons. Vous avez des pollinisateurs qui vont polliniser les fleurs. Vous avez des cirques aussi qui vont s'attaquer aux pucerons. Et puis dans les hautes tiges, là vous avez des mésanges bleus qui vont s'attaquer aux papillons de nuit. Et du coup, vous aurez un pomme sans les petits vers de pommes et sans pesticides. C'est génial, quoi. Oui, l'agriculture moderne de demain, qui relève de l'agroécologie, fait l'usage intensif de ce qui ne coûte rien, de ce qui est renouvelable, de ce qui est pléthorique, de ce qui est gratuit, mais c'est d'une incroyable complexité. Voilà, on approche des photos. Vous savez le reproche qui m'est fait, là, quand je vous raconte ça? Oui, il est parfaitement possible de nourrir correctement, durablement l'humanité tout entière. On va voir des photos. Durablement, correctement l'humanité tout entière. Vous savez le reproche qui m'est fait? Mais c'est artisanal, c'est pas industriel, c'est exigeant de travail. Et oui, cette agriculture, elle est intensive en emploi. Et c'est idiot de promouvoir, surtout dans les pays du Sud, une agriculture intensive en emploi.
La réponse, vous avez compris, non, c'est hautement astucieux, encore, et là ça va être le débat pour tout à l'heure, on va regarder les photos, et bien effectivement, il va falloir rémunérer le travail. Il n'y a pas d'autre issue que de rémunérer le travail. Voilà les photos, donc les premières, peut-être on va retourner légèrement en arrière. Voilà, donc à gauche, c'est ce qu'on appelle les prairies Pochon. Si d'entre vous, vous connaissez peut-être André Pochon en Bretagne, qui a été longtemps un défenseur de ces prairies en question. Mais vous avez ce qu'on appelle le régras, qui est la culture graminée carbone, le trèfle blanc l'azote, bon dosage carbone-azote, à la fois pour l'alimentation animale et pour la fabrication de l'humus. À droite, c'est moins spectaculaire, c'est plutôt méditerranéen. C'est la même chose, c'est vesse avoine. L'avoine, c'est la plante carbonée, la vesse, la plante azotée, bon dosage, pareil pour l'alimentation animale, sauf que ça ne dure que le temps de la saison des pluies. Ok, c'est moins efficace que ce qu'on voit à gauche, mais on n'est pas dans le même écosystème, c'est beaucoup plus semi-aride. La photo suivante, c'est un peu la même chose, c'est ma Normandie, c'est graminé, donc carboné, et trèfle violet. La suivante, je pense, c'est le blé lentillon de ce fameux producteur de la Champagne crieuse. Alors, vous voyez bien que les lentillons sont en dessous de l'ombrage. Évidemment, j'ai pris la photo du dessus, on le voit mal, mais il n'empêche que le sol est bien recouvert, la lumière du soleil tombe sur les feuilles des lentillons, et après récolte, bon dosage carbone-azote, ça fabrique de l'humus. Après, il faudra. Alors, par contre, c'est délicat. Là, c'est juste pour vous dire que moi, Normand, alors y compris, il y a des gens qui me disent tu aurais pu leur laisser des cornes quand même, hein, c'est pas sympa de leur retirer. Enfin, je veux dire, le pommier, la prairie, le bocage, ça, c'est des écosystèmes qui ne sont pas complètement naturels, mais qui étaient quand même productifs et durables. Dans l'histoire de l'humanité, il y a des rizières, il y a des bocages, il y a des fois on a su fabriquer des écosystèmes agricoles productifs et durables. Voilà. Là, c'est pour vous montrer les différentes strates. La strate herbacée, je vous ai dit, là pour lutter contre les carabes, c'est là où vous trouvez les hérissons aussi, pour lutter contre les limaces, pardon, les carabes, les hérissons, etc. La frange arbustive et les hautes tiges, les mésanges bleus, les chauves-souris, ce genre de choses. Donc quand on dit qu'il faut remettre des haies, et là on peut faire mieux que ça, des haies plurispécifiques. Là ici, on est dans le Limousin, en pleine saison d'eau, vous savez, quand il fait très sec dans le Limousin, la prairie est paillasson. Hein. Je vous assure, les agriculteurs sont parfois obligés de vendre prématurément des animaux, parce qu'il n'y a pas assez de fourrage à terre. Et bien, ils décapitaliseront moins, parce que le frêne fourrager permet aux animaux de se nourrir. Donc oui, les haies en question, les arbres en question, peuvent aussi servir de fourrage, jouer des rôles fertilisants, héberger des insectes auxiliaires. Enfin, les arbres peuvent avoir un rôle absolument considérable. Oui, oui. Donc là, c'est du blé dur sous culture de noyer. Alors, j'en connaissais des noyers destinés à fabriquer le bois, puisque fabriquer des noix. Mais il va de soi qu'entre l'automne et le printemps, c'est le blé qui recouvre le sol. Et là, les noyers sont en train de débourrer, de commencer à développer leurs feuilles. Quand le blé sera récolté, c'est bien les noyers qui vont continuer d'intercepter dans le soleil, c'est-à-dire qu'on poursuit une photosynthèse en saison sèche, parce que ces arbres ont accès aux nappes phréatiques en profondeur, et qu'on a planté les plantules de noyer, en concurrence avec la culture annuelle, par exemple le blé dur, et bien le noyer a développé une racine pivotante, parce que concurrencée par le noyer, et les racines traçantes sont en dessous des racines de blé, c'est-à-dire dans un climat méditerranéen, désormais, il y a bien 2 couches d'eau dans le sol qui sont exploitées par la culture annuelle et par les noyers. On fait un meilleur usage de l'eau en climat méditerranéen. On allonge la durée de la photosynthèse. C'est gratuit. Voilà, le reste, si ça veut bien continuer de marcher. Oui, alors c'est. Ben là, j'aime bien. Alors, de plus, il y a des moments où on a des émotions. Hein, ici, j'ai aussi été donc enseignant-chercheur, ça a été dit tout à l'heure à l'agro. Et quand, dans cette ferme-là, donc, mon étudiante, enfin, elle, et puis donc celui qui est devenu son mari, me raconte qu'ils vont succéder à la ferme de son père, etc. Alors j'ai dit, qu'est-ce qu'ils faisaient? D'ailleurs, j'avais visité la ferme à l'époque. C'était des vaches allaitantes, de la viande. Et puis voilà qu'une bonne quinzaine d'années après, même pas 10 ans, téléphone, j'étais en Bretagne, ah ben venez nous visiter notre ferme, parce que je dis, ah oui, alors ça va? Il dit, oui, alors on fait des vaches laitées. Quand vous savez, des gens qui passent la production de viande au lait avec l'astreinte de la traite, c'est quand même assez rare. Je me dis, oulala, oui. Ah oui, non, mais nous, c'est monotraite, hein, on ne fait qu'une traite par jour. Puis c'est des jersiaises. Et puis alors, il dit, venez voir. Alors, je viens voir, il me dit, voilà notre prairie à jersiaises. Et je vois des poules pondeuses. Oui, c'est un écosystème de l'incroyable complexité, c'est-à-dire des rotations entre des vaches laitières, une seule traite, et des poules pondeuses qui vont évidemment picorer le lard de Capocaps, c'est-à-dire que les pommes que vous avez là, les pommiers, ben, il n'y aura pas de lard de Capocaps. Enfin, c'est savant, c'est simplement savant. Mais c'est artisanal, c'est diversifié, et
Et alors, ils sont à 3 maintenant sur cette ferme. Et donc, ils diversifient, chacun un peu sa spécialité. Mais je peux vous assurer, même si à la traite, ils peuvent prendre des vacances. Ils sont substituables. Il faut arriver à rémunérer correctement le travail, il faut diminuer sa pénibilité et permettre de prendre des vacances, parce que la vraie contrainte de ferme laitière, la traite le matin, le soir, le matin, le soir, le matin, 365 jours sur 365, c'est vrai que ça devient quand même très astreignant. Et aujourd'hui, donc, vous avez des formes multiples de fermes qui diversifient énormément leur production, dans lesquelles on peut avoir et de la viande bovine, et des poules pondeuses, et des pommes, etc., sur une même parcelle. Quoi. Voilà, oui, je crois qu'il faut arrêter, mais on va alors peut-être tout de suite. Voilà, ça c'est le compost, c'est beaucoup de boulot. On va regarder la suivante, parce que je crois que ça va intéresser. Voilà le compostage du Cameroun, justement, Tchang, dont on parlait, donc vous voyez que. Et la photo suivante est intéressante aussi, mais on va peut-être en rester là. Enfin, peut-être quand même. Là, on est au Costa Rica. Tous les jours, la mairie pousse, dans ce tunnel que vous voyez là, pousse des résidus organiques, et tous les jours, il en ressort un vermicompostage. C'est-à-dire que le compostage, le travail qui est très dur à faire, qu'on voyait avant, maintenant, c'est les lombrics qui font le boulot. Donc, c'est pas coûteux. On pousse tous les jours des résidus organiques, et tous les jours, il ressort un très bon compost. Pas compliqué. Peut-être quelques... Voilà, ça c'est la permaculture, je passe très vite, mais c'est pour vous montrer l'association. Il y a aussi des arbres, donc c'est des trucs, mais pour vous montrer que tout est fait pour qu'il n'y ait pas un rayon de soleil. Et surtout, dans chaque but, il y a des plantes différentes. C'est-à-dire que quand il y a un insecte d'une plante qui s'attaque à une plante, pour retrouver la plante de la même espèce, à 3 ou 4 barrières végétales, qui ne sont pas accueillantes pour l'insecte en question. Donc la diversité, c'est aussi d'empêcher, en fait, l'agriculture moderne de demain, qui va s'interdire les emplois en CID, ne va plus éradiquer les ravageurs, ne va plus éradiquer les champignons pathogènes, ne va plus éradiquer ce qu'on appelait les mauvaises herbes. On va minorer la prolifération, on va minorer les ravages. Minorer les ravages, c'est trouver des variétés tolérantes. S'il y a des insectes piqueurs-suceurs qui piquent et sucent la sève, choisissez des variétés velues, pleines de poils. L'insecte piqueur, il essaie de piquer et sucer la sève, il n'y arrive pas, les poils l'en empêchent. Si vous avez des chenilles, sélectionnez une variété lisse. Le papillon dépose son œuf sur la feuille, hop, ça tombe tout de suite à terre. Pas de développement de la larve sur la feuille. Et maintenant, on connaît des plantes qui tolèrent la présence simultanée d'insectes piqueurs-suceurs, des jacides, et des chenilles, feuilles lisses. Alors, comment se fait-il que l'insecte piqueur-suceur n'occasionne pas de dégâts? Attention, c'est des découvertes récentes, tout ça, et ce n'est pas toutes les plantes. Donc, il n'y a pas de dogme, encore une fois. Mais il y a certaines plantes, on a repéré, qui tolèrent la présence simultanée des deux. Et bien, c'est que quand l'insecte piqueur-suceur arrive à piquer et sucer la sève, il a fait un trou. Et par ce trou, il y a un gaz qui ressort, un gaz volatile, qui attire la coccinelle, qui s'attaque à l'insecte piqueur-suceur. Donc vous avez compris, l'agroécosystème, c'est d'une complexité. Mais nous avons été ignorants, à force de vouloir spécialiser notre agriculture, y compris la recherche agronomique, après je ne sais pas combien de temps, à ne pas étudier tout ça. Maintenant, ça y est, je vous le dis tout de suite, la minerai et ailleurs, ça y est, on étudie tout ça. Mais c'est d'une incroyable complexité. Et c'est produit d'une sélection paysanne, parce que c'est bien la sélection paysanne d'autrefois qui a fait qu'il y a des plantes qui tolèrent la présence simultanée des deux. Évidemment, les gens qui ont sélectionné ça ne savaient pas l'histoire du gaz volatile qui attire la coccinelle. Mais aujourd'hui, on a l'explication scientifique de pratiques paysannes qui s'étaient transmises un peu de génération en génération. On va peut-être... oui, voilà, c'est là. Bon, ça, c'est les canards, juste pour vous dire qu'en Camargue, ça y est, maintenant, il y a des camargues qui savent reconnaître la mauvaise herbe du brin de riz. Là, on a la ferme des pujols. Et puis, bon, là, la traduction animale, je vais passer un peu vite. Juste pour vous montrer quand même. Ah oui, alors juste pour vous dire que je ne suis pas contre toute forme de robot. Là, c'est Château du Casse. Hein. Donc là-bas, on enherbé. Il ne faut pas non plus que ça fleurisse trop, il ne faut pas que ça prolifère. Mais on ne va pas désherber, on va faucher. Ben, ce petit panneau, cet animal-là, il se réveille le matin avec le jour, il se couche la nuit, et il fauche l'herbe. Et quand l'herbe va être sèche, il y aura une galerie, l'eau va s'infiltrer, enfin, c'est génial, quoi. Donc j'ai rien contre toute forme de dronisation, mais à quoi ça sert? Est-ce que la motorisation, la mécanisation, la dronisation, la robotisation, c'est pour remplacer des gens par des machines et mettre les gens au chômage? Non, je ne suis pas d'accord. Si c'est rendre le métier moins pénible et rendre le métier de l'agriculteur plus attractif, parce que ça là j'habite lui, parce que s'il faut faucher, ce qu'on voyait là tout à l'heure, entre les vignes à la main, les dégâts occasionnés à la vigne, le boulot, on ne pourrait pas. Non, on pourrait pas. Alors juste pour vous montrer la photo juste antérieure et celle-là, et puis on va rester là, regardez le mil sous ce Féderbia albida. J'ai mis Acacia albida, mais aujourd'hui on l'appelle Féderbia albida. Là, le rendement, il va être 3 fois supérieur à ce qu'il y a à côté. Hein. Mais ça, c'est l'arbre. C'est la fertilisation, c'est une légumineuse. Il développe ses feuilles en saison sèche, avec ses racines profondes. Il a accès à l'eau en profondeur, il va chercher les éléments minéraux,
il a photosynthétisé pendant la saison sèche, il apporte du carbone, c'est une légumineuse, il apporte de l'azote, il apporte des éléments minéraux là-bas, la feuille tombe à terre, avec un bon dosage carbone-azote, ça fabrique de l'humus, l'humus ça retient l'eau, dans un pays comme le Niger semi-aride. Et en plus, si vous savez, c'est aussi un arbre fourrager pour les éleveurs nomades et sédentaires. Oui, réconcilier des éleveurs nomades, semi-nomades, et des agriculteurs sédentaires au Niger, au Mali, au Burkina Faso, il y a des solutions gagnant-gagnant. Hein. On n'est pas obligé de faire des guerres civiles, hein. Les Peuls contre les Dogons, ce genre de choses. Le problème, voilà, il fallait accompagner les agriculteurs pour qu'on trouve des solutions gagnant-gagnant. C'est parfois des problèmes politiques un peu foncés. Voilà, on va rester ici parce qu'il faut qu'on ait le temps de débattre. Ça, vous verrez que les différences de rendement sont de 0 à l'infini. Donc, enfin, ces arbres peuvent jouer un rôle fertilisant, ça peut jouer un grand rôle dans la lutte contre la diversification. C'est que même dans ces régions-là, on n'est pas sans solution technique. Donc oui, nourrir correctement, durablement l'humanité tout entière, l'agroécologie peut nous sauver, c'est techniquement possible. J'ai toutes les raisons, techniquement parlant, d'être optimiste. Alors si votre question, c'est est-ce que politiquement... Alors là, vous avez le droit de ne pas me poser la question. Merci. Bon, c'est le moment pause café.